retour dans cette émission pour le dernier virage de ce numéro de l'autre journal. Comme un enfant qui vient pour sa première fois rencontrer le Père Noël, Faure Gnassingbé était enthousiaste la semaine dernière devant Macron, parce que c'est sa première fois d'être reçu par le président français au perron de l'Élysée. Et voilà, nous allons en parler de cette émission. Kao, vous avez vu la semaine dernière un Faure Gnassingbé tout heureux. Et ici, tous ceux qui se disent sur les réseaux sociaux, et ceux qui soutiennent Faure, enfin, il est dans les bras de Macron. Oui, merci, parce que j'ai constaté les mêmes choses sur les réseaux sociaux et j'ai cru comprendre entre-temps que M. Faure Gnassingbé ne souffrait d'aucune légitimité. Mais aujourd'hui, on nous dit enfin, le président de la République. Ça voudra dire que quelque part, c'est Emmanuel Macron qui donne la légitimité au chef de l'État togolais. Ça, c'est ma façon de voir. Et maintenant, ce qui est un peu préoccupant, ce qui m'a préoccupé un peu, c'est la personne du président français, M. Emmanuel Macron. Ça m'a permis aujourd'hui de le connaître. Voilà, parce qu'on compare deux choses. Je vais vous dire ceci. Je vais vous faire ce témoignage. Pour ceux qui connaissent notre affaire, l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État. Oui. Oui, je rappelle que vous avez été victime de cette affaire-là. Vous étiez un ancien gendarme. On vous a accusé d'avoir été complice avec Faure Gnassingbé. Vous avez fait la prison pendant un temps avant d'être libéré. Et vous avez créé la CIVITO. Voilà. Merci. Donc, justement, après l'arrêt, on a porté l'affaire à la Cour de justice de CEDEAO, où la CEDEAO a reconnu et a demandé qu'on indemnise les victimes. Et donc, le pouvoir ne voulait pas, parce que nous avons eu vent de tout ce qui revenait de la présidence, comme quoi Faure Gnassingbé dit pas question, il ne va jamais indemniser les victimes. Et donc, il devrait être reçu en novembre 2013 par le président d'alors, François Hollande. Donc, c'était le 12 novembre qu'on l'avait reçu, si ma mémoire est bonne. Et le 10, c'est-à-dire 2 jours avant, j'ai été inspiré d'envoyer le rapport. C'était notre premier rapport de 2013. Le premier rapport d'Asmito date de 2013. Donc, j'ai été inspiré d'envoyer ce rapport le 10 novembre à la rédaction de RFI. Au regard de ce que je me suis demandé, mais Faure Gnassingbé va aller là-bas, il sera reçu, on dira qu'il n'y a rien au Togo. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et bon, j'ai envoyé le rapport comme ça. Je suis allé dans un cyber, j'ai envoyé le rapport à la rédaction de RFI. J'ai envoyé le rapport vers 8h. Et à 16h, c'est le journaliste Olivier Roger de RFI qui m'a appelé. Qu'ils ont parcouru mon rapport et que ça les intéresse. Et comme Faure Gnassingbé sera reçu dans quelques jours, ils souhaiteraient m'accorder une interview. J'ai dit sans problème. Et donc, il m'a accordé l'interview. L'interview est passée le dimanche 11 novembre, toute la matinée sur RFI. Et je ne peux pas vous dire, je vous fais économie des réactions que j'ai eues sur le plan national par rapport autour de M. Faure Gnassingbé quand cette interview est passée sur RFI. Je vous fais économie de cela. Maintenant, du côté de l'Élysée, Faure Gnassingbé a été reçu le 12 à l'Élysée et aussitôt après l'entretien, nous avons eu les informations comme quoi notre sujet a été évoqué par le président Hollande devant Faure Gnassingbé. Et il aurait demandé à Faure Gnassingbé de régler cette affaire. Nous avons eu vent de cela quand Faure était encore là-bas.
Et effectivement, quand il est revenu, en novembre, bon, on a laissé le temps, puisqu'il y avait les fêtes, puisque lui-même, il aime les fêtes, on lui a laissé le temps de bien fêter. En janvier, maintenant, février, on a commencé à lancer quelques manifestations. À l'époque, je rappelle que le commandant Ama était en prison. Donc, on a relancé les manifestations. En même temps, puisque nous avons connaissance de ce qui a été discuté à l'Élysée sur notre affaire, nous avons lancé en même temps pour les manifestations. Et il a libéré le commandant Ama en février 2014. Et ensemble, on a dit, il faut mettre en œuvre les décisions de la Cour de CEDEAO. Et on a fait une seule manifestation devant le Palais des Congrès. Le même jour, Faure a viré l'argent sur le compte CAPA de nos avocats. C'est pour vous dire que ce ne sont pas nos manifestations qui l'ont poussé à fléchir. Parce qu'on en a organisé plusieurs en amont, ça n'a rien donné. C'est pour vous dire combien le président François Hollande a été très déterminant dans cette affaire. Voilà. Ça, il y a les preuves. Vous pouvez vérifier cela auprès de Olivier Roger de RFI. Et donc, quand nous avons eu l'information comme quoi Faure Gnassingbé devait être reçu par Emmanuel Macron, il y a de cela 2 mois que nous avons reçu l'information. La même idée m'est venue en tête. J'ai dit, bon d'accord, pourquoi ne pas faire la même chose pour voir ce que ça va donner. Oui. Et donc, nous avons fait tout un dossier avec les autres organisations et avec les preuves des prisonniers qui sont en détention, tous ceux qui ont été torturés au camp GP, tout. Nous avons fait tout un dossier consistant. Nous avons même publié une partie seulement, parce qu'il ne fallait pas tout publier, sur les réseaux sociaux dont vous aurez probablement connaissance. Nous avons envoyé ça à l'Élysée par voie postale. Nous avons reçu l'accusé de réception de l'Élysée. Un mois, au moins un mois avant que Faure ne soit reçu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, ça, personne ne me dira entre Emmanuel Macron et François Hollande qui a été un bon président pour l'Afrique. Personne ne me le dira. On reçoit Faure Gnassingbé, on ne dit rien sur les droits de l'homme. Je crois que ce qui a plus intéressé Emmanuel Macron, c'est l'économie, parce que visiblement lui-même, il a des soucis économiques par rapport à sa vision prochaine. Et donc, c'est ce que moi je vois. Et puis, pour rajouter encore ceci, et nous avons écrit, aussitôt après la prise du pouvoir d'Emmanuel Macron, nous avons écrit à Jean-Yves Le Drian. Je lui ai écrit une lettre que je suis allé poster à l'étranger. Parce que je n'ai pas voulu que ça passe par ici. J'ai posté à l'étranger. Il a reçu la lettre. Il m'a répondu directement et par voie de l'ambassade. Quand j'ai lu la lettre, j'ai compris que lui là, c'est vraiment entre le gouvernement Macron et celui de Hollande, c'est le jour et la nuit. Et donc, bref, pour vous dire que nous devons apprendre maintenant, parce que si nous généralisons en disant que c'est la France, et on arrange les iniques comme les Macron, les Yves Le Drian. On les arrange, quand on met tout le monde dans le moulot, comme le font les djihadistes. Non. En France, il y a aussi les bons, il y a aussi les mauvais. Moi, ça m'a permis de savoir que Emmanuel Macron, c'est un inique. Il est mauvais par rapport à François Hollande. Merci. Merci beaucoup, K.O. Et Emmanuel, voilà, je me rappelle, lors des manifestations en 2019, lorsque la diaspora togolaise manifestait aussi aux États-Unis, en Europe, etc. Emmanuel Macron avait été interpellé par des Togolais, des manifestants togolais, sur les exactions qui avaient cours au Togo. Bon, bien évidemment, ils ont encore cours aujourd'hui. Au Togo, et Emmanuel Macron disait qu'il ne supportait pas Faure. Est-ce qu'ils ont vu qu'il a reçu Faure ou bien félicité Faure? Mais aujourd'hui,
c'est la même personne qui reçoit Faure Gnassingbé Braoue. En tout temps, Faure Gnassingbé a changé ou bien les droits de l'homme au Togo ont un autre visage aujourd'hui? Bon, les droits de l'homme, eux, n'ont pas un autre visage. C'est toujours la même situation en matière de droits de l'homme. Et comme vient de le dire le président Kao, c'est que Emmanuel Macron nous a montré que lui n'est pas venu, il n'est pas président de la France parce que François Hollande a été président de la France. Mais il est en mission commandée. Bon, je ne sais pas. Il est en mission commandée pour ceux qui l'ont commandé. Et vous avez vu, mais comment Emmanuel Macron a émergé jusqu'à ce qu'il ne devienne président à un temps de record. Moi, je crois que ça a été ce manque de respect à François Hollande qui jeune, qui l'a vu, il a pris comme vient pour être mon ministre de l'économie et des finances. Et on l'envoie pour aller dans le chantier, il commence à détecter des gens qui seront dans son mouvement. Et après quelques mois, il démissionne du gouvernement, il crée un mouvement. Et après, ceux qui l'ont placé, on le met pour déjouer Hollande. Ce qui a fait Hollande, a amené Hollande à dire qu'il ne serait plus candidat. Ouais. Et il a pris une bonne décision à l'époque parce qu'il a vu le jeu qui a été monté derrière lui. Et Emmanuel Macron est venu pour être président. Nous, on a pensé au départ qu'un jeune, Emmanuel Macron me dépasse à peine de 2 ans. À peine de 2 ans. Je ne veux pas donner mon âge, mais s'il connaît son âge, les gens n'ont qu'à faire le calcul. Ils n'ont qu'à faire le calcul. Donc, ça veut dire que si moi j'avais l'opportunité d'être en France comme Emmanuel Macron, ou bien Kao avait l'opportunité d'être en France comme Emmanuel Macron, Kao ou bien Emmanuel serait quelque part qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui. Nous, notre malheur, c'est que nous n'sommes pas en France. Maintenant, si la France offre cette opportunité à lui en tant que jeune, pour quitter, il n'a jamais été élu à aucune élection, ni locale, ni sénatoriale, ni je ne sais quoi. Mais la première candidature pour les élections présidentielles, il est élu avec plus de 50 quelque chose. On doit comprendre que ce n'est pas un président qui s'est battu pendant des années pour être élu président. Mais c'est un président qui a été envoyé pour faire une mission pour ceux qui l'ont envoyé. Et je ne sais pas qui l'a envoyé, mais je suppose qu'il a été envoyé parce que c'est vrai que Tsipras en Grèce était jeune qui a fait des merveilles à l'époque. Les jeunes font des merveilles, mais pour Emmanuel Macron, ça doit nous détonner parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'est pas meilleur que ceux qui sont venus avant lui. Maintenant, en ce qui concerne ces déclarations à l'époque, il disait est-ce que je me suis rendu? Est-ce que je l'ai reçu? Donc, ça veut dire que l'interpellation que les Togolais ont fait à l'époque, il a compris que ce sont des interpellations fondées, légitimes. Et pour lui, si ces interpellations légitimes et fondées, il ne devait pas le recevoir. Et il ne devait pas aussi venir. C'est pourquoi c'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, il a reçu, et avec des flashs, des appareils caméra sur l'Élysée, c'est pour nous dire aujourd'hui que la situation a évolué au Togo. Donc les Togolais n'ont qu'à comprendre ce que la France veut nous dire. Mais comme dans un village, tout le monde n'est pas tadien, comprenons que tous les Français ne sont pas mauvais. Et Kao vient de démontrer que le président Hollande a pesé sur la résolution de certains problèmes au Togo. Et si aujourd'hui, depuis que Macron est arrivé, depuis que les mouvements sociaux politiques ont commencé en août 2017, je ne vois aucune solution qui a été apportée. Je ne l'ai pas vu. Et parce que s'il y avait des solutions, les personnes qui ont été arrêtées, les personnes qui ont été tuées, où il y a des gens qui sont encore aujourd'hui à la morgue de TV, qui n'ont pas encore été enterrés, et vous recevez le président de ce pays, et après son retour, on ne voit même pas qu'il y a une lueur d'espoir en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Ça doit nous inquiéter. Moi, particulièrement, j'ai peur. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que la visite en France du président Faure Gnassingbé
ne constitue une caution des bavures qu'on a eu à constater dans le temps passé, dans les mois, années, temps passés. Parce que aujourd'hui, comme vous le lisez comme nous sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là qui disent oui, que la messe est dite. Vous qui pensez qu'il ne sera jamais reçu en France, en toute réalité, si le président de mon pays va en France, ça veut dire qu'en principe, s'il va, il doit négocier des contrats avantageux, gagnant-gagnant pour mon pays. Et donc, si c'est pour mon pays, ça veut dire que mon village aussi sera gagnant. Moi-même, j'aurai les retombées. Ok? Maintenant, s'il y va, et ce n'est pas des contrats gagnant-gagnant qui est pour mon pays. Tu as les lampadaires solaires. Donc, je dois m'interroger. Donc, il faut voir déjà, pense que pour y voyage, qu'on est catégoriquement contre les voyages, parce que économiquement, lorsque vous voyagez beaucoup, vous dépensez les ressources publiques. Et donc, il y a certains présidents qui ont réduit leur voyage et qui envoient un ministre des Affaires étrangères pour aller résoudre ces problèmes, que ce ne soit pas eux-mêmes un ministre de l'économie et des finances pour les contrats, par exemple. C'est comme ça que se fait dans certains pays développés, les pays anglo-saxons, par exemple. C'est toujours nous qu'on a appris le A, B, C, D, le 1 plus 2, 3, 4, 5, c'est nous qui sommes toujours restés en arrière. Et donc, le voyage du président Faure en France, la position de Macron, que tout le monde comprenne que c'est le vrai visage de lui en tant qu'Emmanuel Macron. Nous avons des amis français qui sont dans les mouvements et associations avec nous et qui soutiennent ce que nous faisons, ce que nous dénonçons comme violation des droits de l'homme. Nous continuons toujours à les encourager, à continuer à nous soutenir. Mais nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent qu'il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous n'allons pas continuer à accuser parce qu'il faut accuser. Mais nous allons continuer à accuser parce que nous sommes arrivés à distinguer ceux qui nous font du mal et ceux qui nous font du bien. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a ceux qui font du bien et ceux qui font du mal. Donc, continuons toujours à faire de telle sorte que ce que nous dénonçons, nous ayons toujours le courage de le dénoncer et qu'on ne change pas d'un jour à l'autre. Parce que le fait, des gens disent que vous dénoncez, vous ne faites rien. Et à quoi bon semble que vous dites que vous êtes défenseur des droits de l'homme? Ils ne savent pas. Nous subissons. Nous subissons. Et nous sommes disposés à continuer à subir. Parce qu'on a appelé un autre pays dans lequel on ira. S'il faut aller à l'extérieur, excusez-moi, on devait y aller depuis. Mais on s'est dit, on aime tant le taureau qu'on aime y rester. Donc, que la jeunesse, que ceux qui nous écoutent, nous suivent actuellement, puissent comprendre que c'est la même situation qui s'est présentée. Mais nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous allons toujours attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme, sur l'absence de liberté, le respect des libertés fondamentales, et également sur les droits économiques, sociaux, culturels sur lesquels nous, au niveau de la Ligue, on s'est positionné. Donc, Emmanuel Macron a reçu Faure, il n'en a pas reçu. Vous savez, si je dis à ma femme, à mes enfants, je vais à Palimé, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ramène-moi quoi? Quelque chose. Non, les bananes. Les bananes, oui. C'est à Palimé, on a les bananes à Palimé. Si j'y vais, si je reviens là, si je n'amène pas de bananes, est-ce que mes enfants seront contents? Ok. Si j'amène, ils seront contents. Ça veut dire que si Faure va à Paris, s'il amène quelque chose qui va avantager les Togolais, aujourd'hui, ce qui va avantager les Togolais, il faut décrisper la situation socio-politique. Parce que ici, la situation socio-politique est restée telle qu'on l'a aujourd'hui, rien ne peut évoluer. Et on a dit qu'il a signé de gros contrats. Non, quel gros contrat? Ils sont allés entre temps à Dubaï, on nous a dit qu'on va faire double voie, le mai, c'est cassé. Tu en es où aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, ce qu'on dit dans les discussions, c'est que vous savez comment ça se fait? On vous reçoit, on me dit, est-ce que vous pouvez avoir des projets dans notre pays? Lui, il essaie d'ouvrir son calepin, il dit, oui, nous avons jusqu'à hauteur de 15 millions, et si on arrive à bien discuter, on peut investir dans votre pays. Et lorsqu'ils reviennent, ils disent que... Voilà, ils ont signé un contrat. Comment vous comprenez? On ne peut pas faire un voyage de 2 jours, bien de 3 jours, et après dire qu'on a un contrat de 15 millions. Ce n'est pas facile comme ça. Donc, ce sont des intentions que les gens annoncent. Et ceux qui viennent communiquent en pensant que ces intentions ont été déjà transformées en contrat. Ok? Donc, ce qui fait que nous, moi je ne crois pas à ces chiffres qu'on avance,
mais nous pensons que ce qui doit être une valeur ajoutée à ce voyage pour le président Faure lui-même, et la classe politique togolaise et le peuple togolais, c'est que on doit passer par tous les moyens pour décrisper la situation sociopolitique. Il faut qu'on puisse nous aider, nous consommateurs lambda, à réduire la vie chère. Et troisièmement, il faudrait que s'il y a la libération des détenus politiques, si demain déjà le président Faure ordonne qu'on libère tous les prisonniers politiques, mais nous on va applaudir. On va applaudir. C'est vrai que les gens ont été détenus illégalement, mis en prison illégalement, mais lorsqu'on les libère, vous savez, un détenu, il n'y a rien de plus céleste, de plus idéal à un détenu que la liberté. Et dans la vie, c'est la liberté qui est, la liberté qui est, comment on appelle, la règle, et la prison est l'exception. Donc on ne peut pas faire la promotion de l'exception. La promotion, on ne peut faire que la promotion de la règle, donc la liberté. Donc aujourd'hui, avec la surpopulation carcérale, il faudrait que dès son retour de Paris, qu'il puisse ordonner qu'on libère les détenus politiques, qu'il puisse indemniser les victimes qu'on doit indemniser, qu'il puisse ordonner que l'affaire, le Petrol Gate, l'affaire qui est là aujourd'hui, parce que c'est un cas de corruption. C'est un cas de corruption. La France nous dit que c'est un pays dans lequel on lutte contre la corruption. Si on cite un ministre dans les cas de corruption, le lendemain, le ministre est mis, qu'on appelle, le ministre est interpellé. Et François Fillon, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un processus comme ça, il était en bonne position pour être président. Et ce ne serait pas Macron qu'on devait avoir aujourd'hui. Mais malheur de Fillon, bon, Macron a pris. Le cas le plus récent, c'est le cas Bolloré. C'est ça. Qui a plaidé coupable, veut payer quelques amendes, mais la juge a refusé, a dit non. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, ça veut dire que ces dossiers-là, ces dossiers, même si lui, en tant que président fort, il qu'on appelle, il est concerné, il a été cité dans l'affaire. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde où on ne peut pas dire par la bouche? Quel est ce problème qu'on ne peut pas régler par la bouche? Ce n'est pas la bouche qu'on règle toujours les problèmes. On ne peut pas prendre de la hache, du coucou pour régler un problème. Même vous prenez la hache, demain vous allez regretter avoir pris la hache. Vous prenez le coucou, vous allez regretter avoir pris le coucou. Donc il faudrait que lui-même là, qu'il sache qu'il faut régler les problèmes. Parce que c'est l'histoire. Nous on a peur de l'histoire. L'histoire là, c'est une mauvaise dame. Oui, cette dame elle ne respecte personne. C'est le grand juge. Oui, donc il faudrait que cette histoire là, dont nous on a peur, que lui, en tant que force Jean-Yassine président, qu'il ait la même peur que nous. Sinon, s'il n'a pas peur de l'histoire, bon, ok, bon boulot à lui, mais nous l'invitons en tant qu'un aîné, en tant qu'aujourd'hui, lui qui est le président, pour qu'il puisse poser des actes qui va apaiser le cœur des Togolais. Parce que nous souffrons énormément au Togo. Merci Emmanuel. Kao, je voudrais vous poser cette question. Vous avez, dans votre développement tout à l'heure, vous avez évoqué des prisonniers, ceux qui meurent dans les prisons, dans des conditions vraiment déplorables. Et quelle est la situation aujourd'hui? Puisque vous avez déjà une estimation de les documents, les dossiers de ce Oui, la situation aujourd'hui, elle est très grave. Par rapport aux détenus, au camp GP, nous avons eu à travailler là-dessus. D'abord, il y a eu des cas de disparition. Et vous avez retrouvé cette personne-là aujourd'hui? Oui, et finalement, les familles nous ont saisis dans l'affaire de Tigre Révolution. Donc, il y a une famille qui nous a saisis par rapport à son proche qui a disparu et qu'elle n'a plus retrouvé. Et donc, la personne a disparu le 25, depuis le 25 janvier, et nous, on a été informés, je crois, en juin. Vous comprenez? Donc, le 5 janvier 2020, c'est ça? Oui, 5 janvier 2020, avant l'élection, avant la présidentielle. Oui. Et c'est en juin qu'on vous a saisi? Non, 2019. Oui. Puis ce Tigre Révolution, c'est en décembre. C'est en... Oui, c'est en novembre 2019 que l'affaire a commencé. Oui. Et on a arrêté le deuxième groupe en 2020.
le 25 janvier 2020. C'est ça. Effectivement, c'est en 2020. Oui. Oui, oui. Et nous avons été informés par la famille en juin, juillet. Nous avons été maintenant aux informations, nous avons investigué, nous avons fait des investigations, nous avons interpellé les autorités et autres, on n'a pas eu de suite. Nous étions obligés maintenant de saisir les Nations Unies, les procédures spéciales des Nations Unies, par plainte. Et là, la plainte a été jugée recevable aux Nations Unies et ils ont demandé des informations que nous leur avions fournies. Voilà. Et ce n'est qu'après, maintenant que la personne, le gouvernement a renvoyé maintenant la personne au niveau du cabanon. Mais à ce jour, je n'ai pas vu la personne. Mais c'est à partir de là que la famille a commencé par avoir ces nouvelles. Et donc, selon les témoignages de la famille, la sœur de la personne n'a plus reconnu la personne. Le gars même ne reconnaissait plus sa sœur. Et il a fallu des gymnastiques. Parce qu'on dit à la sœur que oui, on demande au gars si c'est ton nom, c'est toi tel. Il dit oui, c'est mon nom. Et on lui demande s'il ne connaît pas sa sœur. Il dit non, il ne la connaît pas. La sœur aussi, on lui demande c'est ton petit frère. Elle dit non, qu'elle ne le reconnaît plus. Vous comprenez? Il a fallu des gymnastiques. La sœur a dû lui poser la question. Comment s'appelle ta femme? Quel est le nom de ta femme? Là, il s'est rappelé du nom de sa femme. C'est quand il a donné le nom de sa femme que sa sœur a commencé par verser les larmes, que c'est vraiment son... C'est parce qu'il a tellement subi de la torture. C'est-à-dire qu'il a été torturé, il a été déformé. Physiquement, visiblement, il n'a pas été... C'est-à-dire que la physiologie qu'on l'a connue, qu'on le connaissait avant, il l'a perdu. Et donc, ça fait froid dans le dos. Et vraiment, c'est ça. Voilà des témoignages comme cela. Et selon d'autres témoignages des familles qui ont perdu leurs proches, il y aurait eu au moins une dizaine de morts. Si. Mais le gouvernement, jusqu'à ce jour, quand on dit que c'est à cause de Covid qu'on empêche les visites en prison, c'est faux. C'est à cause d'Asvito qu'on empêche les visites. Parce que quand nous sommes rentrés dans ce dossier, en même temps, dans le cafouillage de Covid maintenant, ils nous empêchent de rentrer. Parce qu'ils savaient que nous sommes dans le dossier. Voilà. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas de visite. Là, les informations que nous avons, c'est que les détenus ne sont plus au camp GP. Ils les ont dispatchés en 3 groupes. Ils les auraient dispatchés en 3 groupes. Un groupe en prison, à la prison civile, l'autre à Djevier et d'autres à la gendarmerie. Voilà. C'est tout ce que nous avons comme information. Mais le travail, nous sommes en train de continuer le travail avec les procédures spéciales des Nations Unies. Et vraiment, la torture, elle continue. Le gouvernement n'a pas cessé. Et c'est ça qui m'étonne, qui me surprend quand je vois le ministre des Droits de l'Homme qui, au lieu de protéger les inspecteurs, de faire son travail, de protéger la dignité, l'intégrité physique des citoyens, oui, il est intéressé par protéger les voleurs. Vous comprenez? Ça voudra dire que quelque chose... On est en danger. Quelque chose se serait passé là-bas. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Kao. Et Emmanuel, bon, de votre côté, vous, les consommateurs, les Togolais se plaignent du péage et autres là. Qu'est-ce que vous faites pour vos consommateurs? Vous avez vu mon visage? C'est parce que... Je rappelle que vous venez de Palimé. Ils ne consomment plus. C'est une déception, Isidore. C'est une déception. Et je me pose la question pour savoir est-ce que c'est nous qui ne faisons pas bien le travail de défendre les droits des consommateurs. Et la réponse me vient à l'esprit pour dire non. Parce que j'avais dit au départ, au début de l'émission, que nous avons été associés à des consultations pour les nouveaux tarifs des péages. Et nous avons fait des propositions en bonne et due forme. Mais au finish, les propositions n'ont pas été prises en compte. Et donc, de ce fait, ce n'est pas nous qui ne faisons pas bien notre travail,
c'est que c'est le gouvernement qui ne veut pas entendre aucune proposition et il fait ce qu'il veut. Donc les consommateurs n'ont qu'à comprendre. Dès l'annonce de la dernière augmentation, il a fait un post-it disant c'est un peu une affaire d'organisation de consommateurs. Mais que tout le monde prenne ses responsabilités. Et la dernière fois, les 2, 3, 4 fois que les transporteurs ont fait des mouvements spontanés à l'endroit, nous allons avoir apporté notre soutien pour dire que nous vous soutenons dans votre moyen de faire. Parce que la Constitution togolaise vous donne ce droit, voilà. Et que les tests instruments internationaux auxquels le Togo est parti vous reconnaissent la liberté de manifestation et de revendication. Le consommateur a le droit de revendiquer et c'est l'ultime droit du consommateur. Et aujourd'hui, les organisations syndicales, c'est eux qui sont complices, je le dis, je peux le répéter. Ce sont eux qui disent qu'il faut augmenter. Nous, les organisations de consommateurs, y compris nos collègues ATC, on avait dit, nous ne sommes pas contre que vous augmentez. Mais nous avons fait des propositions et nous avons dit, nous avons ajouté que le taux dont vous proposez est trop élevé. Donc, réduisez les taux. On a même fait des propositions de taux d'augmentation. Par exemple, sur les voitures personnelles, on a dit il n'est pas question que vous augmentez. Pas sur les voitures personnelles ou les 5 places. Si on augmente, celui qui prend 3 passagers de Lomé à Thiviers, hier c'était 700. Et 700 fois 4 par 5, ça fait combien? Ça fait 3500. 3500, il doit acheter combien carburant? Et peut-être des raquettes en cours de route. Combien va rester à cette personne? Mais il faut rappeler que ce n'est même plus 3 derrière. Hein, c'est ça. Avec Covid, c'est ça. Donc, vous voyez, et nous on dit, mais payer 1000 francs aller-retour, ça veut dire que si c'est 3 pas derrière, les 3500, ça veut dire que lui, il va payer 1000 francs pour le péage, l'aller-retour, et il ne lui restera que 2500 fois 2, 5000. Alors que derrière les 5000, il va acheter le carburant. Vous voyez? Combien de voyages il peut faire pour faire un compte vraiment dire à celui qui a fait One Campé. Donc on a fait cette analyse-là. Ceux qui travaillent à Thiviers, nos collègues de l'OTR, nos collègues des services de la DOSI, nos collègues des services des services qui sont des administrations régionales qui sont à Thiviers et qui ont leur chef à Lomé par exemple, qui vont presque tous les jours. Et ça veut aller-retour par jour, ça veut dire 2 fois. Donc ça veut 1000 francs par jour. Si on fait par mois, ça veut dire que 24 000, on va débourser de leur salaire mensuel. Ça va leur rester combien? Ils ont dit que nous allons faire des badges. Vous n'avez pas encore fait les badges. Vous commencez par mettre en œuvre les augmentations. Donc vous insultez les consommateurs. C'est de l'insulte. Et je crois qu'ils pensent que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Comme les syndicats sont complices, et on les connaît tous, le jour ils veulent commencer par donner le nom, je vais leur donner le nom, ils sont complices, je vais donner le nom, qui se le rappelle, je vais donner le nom de ces syndicats-là. On se connaît, on s'appelle tous les jours, je vais commencer par donner le nom, parce que c'est eux. Si par exemple un ministre a dit que, quel ministre, je crois que c'était le ministre, moi si j'ai mes mémoires sont bonnes, a dit que les organisations ont été appelés et on les a dit, c'est lui, on été appelés et on leur a dit d'aller consulter leur base. Si le gouvernement, si quelqu'un ministre dit qu'on a dit aux organisations d'aller construire leur base là, vous pensez que les syndicats vont prendre leur argent pour aller construire leur base? On leur aurait remis de l'argent pour aller rencontrer leur base. Et dans leur base là, ils n'ont pratiquement plus personne. Oui. Parce que les gens disent, ceux qui ont une raquette aujourd'hui pour dire ticket de syndicat, les gens ne se retrouvent pas dans leur syndicat. Mais ils payent à longueur de journée. Ticket 500, ticket 2000, ticket 3000 au syndicat. Et les syndicats n'ont jamais rendu compte au peuple. N'ont jamais rendu compte à leurs membres. Et sur les stations, c'est du désordre qu'ils organisent. Je vais citer par exemple la station internationale de Kodjia Kopé, où c'est du désordre, de la bouillabaisse dans cette station. Et c'est partout. Par exemple, si tu amènes une voiture dans cette station, tu dois payer plus de comment on appelle, une somme des étrangers jusqu'à 60 000 comme ça. Et pour charger, tu paies, comment on appelle, 7 000. Pour charger, pour prendre le tour. Et il y a plus de 3 tickets qui payent. Vous voyez? Donc, les organisations syndicales, il faut réorganiser le secteur. Mais le gouvernement a peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont
Et ils ont une arme. Cette arme, c'est que s'ils disent qu'aujourd'hui que la circulation ne doit pas avoir lieu, la circulation n'aura pas lieu. Hein? Et c'est ce qu'on appelle la marche escargot. La marche escargot, c'est que tu roules ta voiture comme tu veux. Personne ne va t'obliger d'aller plus vite, Isidore. Personne ne va pas t'obliger d'aller au-delà de 20 km/h. Mais tu roules. Comme c'est une manifestation que vous faites, aucun juge ne peut dire que tu as manifesté. Que tu as fait? Tu roules doucement, doucement. Donc vous ralentissez la circulation de Lomé jusqu'au péage. On fait ça 2 fois, 3 fois. Vous allez voir que s'ils vont maintenir le prix ou pas. Moi, Emmanuel Sogadi, ou bien nous, nos membres, nous n'allons pas nous dire venez tous nos membres manifester. Non. Il y a des manifestations qui se font d'elles-mêmes. C'est pourquoi nous disons tous ceux qui veulent manifester pacifiquement, ils ont notre soutien. Mais ceux qui vont manifester, spontané. Oui, spontané, ceux qui vont manifester, détruire, ils le feront, ils seront tenus responsables de ce qui leur arrivera. Parce que nous connaissons le pays dans lequel nous sommes, ils peuvent vous monter les gens pour dire que Emmanuel Sogadi a dit aux gens de manifester. Nous, on n'a pas dit de manifester pour détruire les biens publics ou quoi que ce soit, bien privés. On a dit des manifestations dont toi, en tant que consommateur, tu sais que tu n'es pas d'accord pour payer les frais de péage, 4 000 aller-retour, ainsi de suite, 2600. Il faut que tu puisses t'indigner. Indigne-toi. Voilà. Nous, on s'est indigné en donnant notre point de vue pour dire nous ne sommes pas d'accord. Indignez-vous, pris individuellement. Et si le gouvernement va continuer, bon, ça veut dire que c'est lui qui fait la sourde oreille et ce qui arrivera, il va assumer. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Kao, votre mot pour la fin? Oui, mon mot de fin, c'est que j'invite les Togolais à garder patience. Je crois que la nuit semble être longue, mais le jour ne va pas tarder à venir. Par la grâce de Dieu, je crois que nous aurons ce que nous voulons, ce qui est bon pour le pays. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et Emmanuel, oui, mais je voudrais inviter aujourd'hui nos autorités pour leur dire que l'augmentation des frais de péage ne nous sied pas, parce que nous sommes dans une situation économiquement compliquée. De réduire les frais, d'annuler pour les motos à 2 roues. Et la vie chère, les prix des produits de première nécessité dans les marchés ont énormément augmenté. J'invite le ministre en charge du commerce et ses services inspecteurs à descendre dans les marchés pour faire le contrôle des prix. Et que au niveau des raquettes sur les routes, que le ministre de la Sécurité puisse veiller à ce que ça puisse prendre fin. Parce que les raquettes dans la région des plateaux, c'est monnaie courante. Lorsque vous quittez Montien pour aller à Toum, vous allez payer aux gendarmes, si vous avez la moto, 200 chaque passage. Donc 200, juste après la sortie de Toum, 200 lorsque vous arrivez au niveau du pont de Djemeni. Avant de payer le vrai péage. Lorsque vous prenez la route de Nagbeto, vous allez vers les autres. Il y a aussi nos gendarmes qui sont au niveau de Nagbeto pour le contrôle de Nagbeto et qui prennent 200 francs par moto. Et ils disent droit d'enregistrement. C'est quel droit d'enregistrement? C'est notre péage. Donc j'interpelle le ministre Yak à veiller de cette sorte que ces gens-là mettent fin à cette pratique. Le reste, merci aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous ont suivis d'ici et d'ailleurs. Et merci à vous et qui nous avez invités. Et à la prochaine. Merci beaucoup, merci messieurs. Nous vous remercions aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions avec Emmanuel Sogadi, il est président de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Merci Emmanuel d'être passé. C'est un plaisir. Et également avec Kao Achonli, il est président de l'association des victimes de torture au Togo. Du Kao Achonli, merci d'être passé. Merci à vous. Et la prochaine fois, quand on vous invitera, vous allez venir, on espère. Ouais. Merci mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.